Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue à Pointe-à-Calière. Merci d'être présent aujourd'hui. Je m'appelle Brigitte Lacroix, je suis chargée de projet aux expositions et je vais plaisir de travailler avec M. Robert sur le projet d'exposition Coup de cœur, une collection de 5 expos. C'est avec plaisir que je suis ici aujourd'hui, dans le fond, pour vous présenter Mario Robert. Détenteur de 2 maîtrises, une en histoire et une en bibliothéconomie, ainsi qu'un DESS en gestion des organismes culturels, l'expertise de M. Robert lui a permis d'occuper différents postes au cours de sa carrière, dont chargé de cours à la maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal, chef de la section des archives à la Ville de Montréal et président de la Société d'histoire de Montréal. Alors, il est ici l'auteur de plusieurs articles, conférencier, blogueur, chroniqueur. Donc, sa feuille de route est très impressionnante, n'est-ce pas? Et son savoir sur Montréal l'est tout autant, je vous le confirme. Il collabore avec Pointe-à-Calière, donc sur de nombreux projets depuis plusieurs années, et j'ai eu le privilège de le côtoyer l'hiver passé. Avec l'exposition Coup de cœur, une collection Sexpose qui a été conçue dans le cadre du 30e anniversaire du musée. Donc, membre du comité aviseur et scientifique de cette exposition, il est aussi l'expert de la section sur les grands magasins. Passionné de l'histoire montréalaise, voici votre conférencier, M. Mario Robert. Bonjour. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Je vais juste passer ça pour que je vois. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Pointe-à-Calière de me donner l'occasion de vous parler de ces cathédrales du commerce, de ces temples de la consommation que furent les grands magasins de la rue Sainte-Catherine. Et plus spécifiquement, j'aimerais remercier Mathieu Trépanier, qui est documentaliste ici au musée, de son aide. Si je vous parle aujourd'hui de ce sujet, je le dois aux travaux d'historiennes et d'historiens, tels que Michel Comeau, Alan Stewart, Marie-Maxime de Andrade et bien évidemment Paul-André Linteau, avec son histoire de la rue Sainte-Catherine, qui a fait l'objet d'une exposition ici à Pointe-à-Calière il y a quelques années et d'un livre. Donc, la grande époque des grands magasins, on commence toujours comme ça quand on veut changer de diapositive. Vous allez voir, j'ai beaucoup d'images. Je pense que j'essaie de faire ça. Ah. Ok, je vais faire ça comme ça. Parfait. J'ai trouvé. Je pense que la mode présentation sur l'écran. Donc, la grande époque des grands magasins, qui furent aussi des lieux culturels, comme on va le voir, ça va des années 1920 aux années 1960. Alors, si vous avez visité l'exposition Coup de cœur, nos collections s'exposent, qui se tient au musée jusqu'en jour 8 de janvier 2023, mais on m'a dit que peut-être que ça va être prolongé. Peut-être, j'ai entendu ça vaguement tout à l'heure. Vous remarquerez qu'il y a une section qui est réservée aux grands magasins. Alors, vous pouvez y voir des objets, des catalogues, des grandes maisons de l'époque, et vous pourrez aussi m'entendre parler brièvement du sujet. Alors, aujourd'hui, vous aurez donc droit un peu à la version intégrale et augmentée de mon propos de l'exposition. Alors, voici le plan de présentation que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vais tout d'abord définir ce qu'est un grand magasin. Quelles sont les principales caractéristiques? Je vais ensuite m'intéresser aux origines dans le Vieux-Montréal, suivi de l'installation sur la rue Sainte-Catherine. Et je parlerai ensuite d'événements et d'expositions, suivi des incontournables catalogues, de la fin de l'âge d'or, et je terminerai en évoquant évidemment Noël, malgré l'absence de neige qu'on a aujourd'hui, mais il semble-t-il que dans les jeudi à vendredi, on en aurait, n'est-ce pas? Donc c'est un moment important dans les fêtes pour le commerce de détail. En résumé, ce que je souhaite vous présenter, c'est une brève histoire illustrée des grands magasins montréalais de la rue Sainte-Catherine. Le grand magasin, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un grand magasin? Vous voyez ici le magasin Eaton. Donc, il faut en premier lieu de définir c'est quoi un grand magasin. Alors, un grand magasin, c'est un commerce de grande surface qui offre à sa clientèle une variété de marchandises, vêtements, tissus, meubles, qui sont regroupés par rayons. Alors, chaque rayon est une petite unité distincte, presque un petit magasin spécialisé. Donc, toutefois, par exemple, certains services comme
les achats et la comptabilité sont centralisés. Vous avez ici un rayon, c'est le rayon des manteaux et costumes de chez Dupuis et Frères en 1910. En anglais, un rayon, c'est un department. Alors, le grand magasin, c'est un department store. Comme on le voit ici, vous avez le Ogilvy Boys Clothing Department. Donc, d'ailleurs, on entendait, et peut-être encore aujourd'hui, peut-être qu'on l'entend, ces emprunts à l'anglais que sont aller au département des chaussures. Aller au, ben là, mais il y en a plus des jouets, le département des jouets. Et le département des vêtements. Donc, mais en fait, ce sont des règles. En 1905, dans la dernière page du périodique L'Album universel, du 11 novembre 1905, Dupuis s'identifie comme étant le grand magasin départemental de l'Est. Alors, dans les années subséquentes, puis durant de nombreuses années au Québec, on a surtout utilisé l'appellation magasin à rayon, alors pour désigner les grands magasins. Ici, en 1912, on voit un grand magasin aujourd'hui disparu, que vous connaissez probablement pas, la Maison Viau, donc qui a été remplacée par des usines à vêtements. Alors, à la droite, au-dessus de la marquise, parce que ce bâtiment existe toujours à Montréal. Donc, à droite, en dessous de la marquise, c'est l'entrée principale du théâtre Arcade, et que l'on voit bien sur la rue Maisonneuve. Et on est au coin de la rue Maisonneuve, on appelle le coin Sainte-Catherine et Maisonneuve, mais Maisonneuve aujourd'hui, c'est Alexandre de Sèvres. Donc, évidemment, ça fait partie du complexe de TVA aujourd'hui. Et dans le grand magasin que vous voyez ici, vous voyez le théâtre Arcade à la gauche. Et dans le grand magasin, qui est devenu une usine, c'est aujourd'hui MaTV qui est installé là, qui fait partie du grand complexe de TVA. MaTV. Donc, ça fait partie de Vidéotron, de TVA. Donc, c'est MaTV. Et curieusement, et ça je ne le savais pas, je l'ai appris en faisant des recherches sur la Maison Viau, j'ai fait des chroniques historiques à MaTV, à l'émission Montréalité de 2014 à 2016. Et en 2015, j'en ai fait une sur la rue Sainte-Catherine. Justement, la fenêtre que vous voyez à gauche, en avant sur Sainte-Catherine, on était installé là. Donc, il y a toujours un lien à quelque part. Quand ce n'est pas une personne qui est près de nous à quelques pas, il y a toujours un lien à quelque part par rapport à l'histoire. Dans ces grands magasins à rayons, ces grands magasins ou magasins à rayons, tout est fait pour impressionner la clientèle. Donc, il y a l'architecture de l'immeuble, il y a les grandes vitrines extérieures dédiées à la mode féminine, il y a des décorations aussi qui peuvent être spectaculaires, comme les visites royales, ou dans le temps des fêtes, comme cette photo du magasin Henry Morgan, en décembre 1948. Alors, c'est un montage, et comment c'est indiqué, c'est eux qui l'indiquent, électriquement animé, c'était publié dans la presse de ce moment-là, électriquement animé du service de la publicité des ingénieurs de la Maison Morgan. Les reines galopaient, les grelots sonnaient, et le Père Noël agitait de la main, auquel s'ajoutait le soir des ampoules multicolores. Donc, c'est vraiment impressionnant ce qu'on pouvait faire comme décoration extérieure. Donc, c'est un attrait pour impressionner la clientèle. C'est la même chose à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, c'est quoi? C'est le magasin Goodwill. Je vous en parlerai tantôt de ce magasin-là. Les hauts plafonds, les ascenseurs. Alors, le premier ascenseur à être installé dans un grand magasin, c'est chez Dupuis en 1882. Les escaliers roulants, le vaste éventail de marchandises, la mise en scène des marchandises par les étalagistes, parce que oui, il y a des étalagistes dès le début, la libre circulation dans les rayons et le restaurant. Alors, ce n'est pas pour rien que durant le âge d'or, qui va des années 1920 aux années 1960, les grands magasins sont qualifiés de cathédrale du commerce. Ça, c'est une appellation d'Émile Zola pour les grands magasins de Paris et qui a été mentionné par Paul-André Linteau dans son livre sur la rue Sainte-Catherine, ou de temple de la consommation. On a là des vocables quasi religieux, pratiquement religieux, temple et cathédrale. Pour le consommateur ou la consommatrice, outre la beauté et la somptuosité des lieux, les restaurants ou les aires de repos, le grand magasin a des avantages indéniables. Alors, on voit le restaurant de chez Henry Morgan, le Arcade Grill, c'est au début du 20e siècle. Avec le développement du chemin de fer, le marchand peut facilement s'approvisionner en marchandises. Comme il a de l'espace de stockage, il peut acheter en grande quantité,
il réduit ses coûts et peut offrir des meilleurs prix. Donc, les prix sont fixes dans les grands magasins. Et il faut payer comptant. Il n'est plus question de faire du marchandage avec les grands magasins. Et pas de crédit non plus. Donc, en revanche, on ne peut pas faire marquer comme on peut faire marquer dans les épiceries ou dans les petits commerces. En revanche, si la cliente ou le client n'est pas satisfait, bien, ils peuvent échanger leur achat ou être remboursés. Malgré le faste, ces grands magasins réservent toujours des espaces ou un étage pour les aubaines. Alors, chez Morgan, c'est au 3e étage. Chez Eaton et chez Dupuis, c'est le sous-sol. Et il y a aussi les soldes annuels, comme le fameux jour J de chez Dupuis, celui-là du 8 juillet 1967. Alors, quand j'étais enfant, je pensais que c'était le magasin Dupuis qui avait inventé cette expression-là, jour J. Et que c'était Dupuis qui avait transféré ça pour devenir le grand débarquement de Normandie en 1944. En anglais, les publicités Dupuis en anglais, on ne disait pas d'idée, je pense pas. Donc, le jour J de chez Dupuis, ça m'est toujours resté dans la tête. Et on voit aussi une belle couverture toute laine canadienne qui était en vente dans ces jours J-là. Et le fameux coq du jour J, pour ceux qui s'en souviennent. C'était quand même un supplément de 24 pages qu'il y avait dans la presse du 8 juillet 1965. Et on va regarder maintenant les origines des grands magasins. Après avoir défini ce que c'est un grand magasin, quelles sont ses origines? Alors, au 19e siècle, les commerces sont concentrés dans le Vieux-Montréal. Alors, on trouve des magasins entrepôts. Là, ici, on est sur la rue Notre-Dame, je pense. Oui, la rue Saint-Jacques, dans le coin du Square Victoria. Donc, à l'est du Square Victoria. Donc, les grands magasins, on trouve des magasins entrepôts qui sont spécialisés dans le commerce en gros et dans la fabrication de produits. Alors, dans ce type d'immeuble-là, dans les magasins entrepôts, on retrouve généralement au rez-de-chaussée des fonctions commerciales et aux étages supérieurs des fonctions industrielles et d'entreposage. Donc, les produits faits localement et ceux importés d'Angleterre permettent le développement du commerce de détail. Et c'est le début du magasinage, mais pour les personnes aisées, les gens aisés. On va aussi apparaître à cette époque-là les magasins de nouveautés. Alors, en anglais, ils sont connus sous le nom de dry goods store. Des fois, vous avez peut-être entendu l'expression marchandises sèches. Donc c'est des magasins de nouveautés. À l'origine, ce type de commerce ne vend que du tissu pour sa clientèle féminine. Puis avec le temps, ils en viennent à vendre des vêtements, des gants, des chapeaux et divers produits pour la maison. Le magasin de nouveautés Dupuis, qu'on voit ici, est fondé en 1868 et s'installe tout de suite rue Sainte-Catherine dans l'est de la ville. En 1882, on le retrouve au coin de Saint-André, dans le quadrilatère qui va occuper jusque tout au long de son existence. En diversifiant leur offre de marchandises puis en agrandissant, les magasins de nouveautés se mettent à créer des comptoirs spécialisés, les rayons. Alors prenons l'exemple du magasin de nouveautés de Henry Morgan, qui ouvre ses portes en mai 1845, rue Notre-Dame. La décennie suivante, il s'installe rue McGill et en 1866, rue Saint-Jacques, ce que nous montre la photo, au coin du Square Victoria, jusqu'à son départ pour la rue Sainte-Catherine en 1891. C'est en 1878 que le grand magasin d'Henry Morgan devient un magasin à rayons. Donc, c'est-à-dire un grand magasin, tandis que Dupuis se transforme de la même façon vers 1882, au moment où il change vraiment sa configuration vers la rue Saint-André. La rue Sainte-Catherine, maintenant. Alors, à partir du milieu du 19e siècle, c'est un nouveau secteur qui prend forme sur le site actuel de l'ouest du centre-ville. On parle alors d'une ville nouvelle, on dit en anglais une New Town, qui attire les membres de l'élite commerciale et industrielle anglo-écossaise qui ont quitté leur résidence du Vieux-Montréal, ce qui a permis justement que ces résidences-là se transforment tranquillement en magasins entrepôts. Et ils sont construits des maisons enragées et des villas, entre autres sur McGill College, dans différentes rues de ce secteur, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le début de ce qu'on appelle le 1000 carrés dorés, le Golden Square Mile, dont la rue Sainte-Catherine est située au cœur. Entre 1861 et 1901, la population de ce quartier-là passe de 15 000 à 48 000 dans ce qu'on appelle alors le quartier Saint-Antoine. Pour combler les besoins de sa clientèle nantie du quartier, les magasins du Vieux-Montréal doivent élargir leur offre, agrandir ou déménager.
C'est ce dernier choix que va faire Henry Morgan en installant son grand magasin sur la rue Sainte-Catherine-Ouest en 1891. En fait, il est le premier à s'installer sur la rue Sainte-Catherine. Et c'est un défi à l'époque, mais c'est un bon choix parce qu'il veut se rapprocher de sa clientèle. Quand la population de Montréal, à cette époque-là, elle est de plus de 216 000 personnes en 1891 et elle augmente de plus de 50 000 jusqu'en 1901 pour atteindre 268 000 personnes. Alors, Montréal, c'est vraiment la métropole incontestée du Canada à la fin du 19e siècle et au début du 20e. D'autres vont le suivre. Alors, en 1894, c'est au tour de Murphy de s'installer au coin de la rue Metcalfe, d'Ogilvy, que vous connaissez, en 1896, près de la rue de la Montagne, et de Carsley en 1909. Avec l'arrivée, deux autres magasins vont s'installer, vont se transformer en grands magasins et vont rejoindre la rue Sainte-Catherine. Il y a Hamilton, qui est en provenance du Vieux-Montréal, et Scroggie, que l'on voit ici, qui est déjà installé sur la rue Sainte-Catherine et qui se transforme au début du siècle en grand magasin. Avec l'arrivée du tramway électrique, à compter de 1892, on a réussi à attirer une plus vaste clientèle. Donc, on peut voir sur cette carte postale, ici à droite, le magasin Hamilton, dont vous voyez bien Hamilton, qui est inscrit là. Et il y a aussi l'autre impact important pour attirer de la clientèle, c'est le développement de la presse populaire, à compter de la décennie 1880, qui permet aux marchands de faire de la publicité. Et d'ailleurs, ça, c'est une publicité d'Henry Morgan. Ça, c'est dès le premier numéro du Journal de la presse du 20 octobre 1884, il y a une annonce de Henry Morgan dans le premier numéro de la presse. Donc, on voit, et tranquillement, les pages des journaux populaires, sur la presse, la patrie, le journal anglophone aussi, vont être remplies de publicité pour les grands magasins. Donc, le tramway électrique permet d'amener la clientèle et les journaux permettent justement des amener à prendre le tramway et à venir au centre-ville ouest et à l'est aussi. Dès les premières décennies du 20e siècle, les grands magasins agrandissent ou se font construire de nouveaux magasins. Alors, Ogilvy fait construire un nouvel immeuble et il déménage en 1912. C'est l'immeuble actuel. Morgan s'agrandit en 1902 et en 1922-1923 avec un immeuble de 8 étages sur le bord de l'Avignon. C'est celui qu'on voit ici, à votre gauche, le grand immeuble de 8 étages. C'est le troisième agrandissement de Henry Morgan. Certains vont disparaître, comme Scroggie, qui ferme ses portes en 1915, et Hamilton en 1927 dans l'Ouest, et la Maison Bio, qu'on a vu tantôt, avant 1926. D'autres vont se faire acheter par des grands magasins torontois. En 1905, Simpsons achète Murphy, mais Simpson va garder le nom Murphy jusqu'en 1929, alors qu'il va prendre officiellement le nom Simpson en 1929. Et puis Carsley est racheté et devient Goodwin en 1911, le magasin Goodwin que l'on voit ici. Puis, c'est le tour d'Eaton. Alors, vous avez vu ce magasin-là, Goodwin, c'est ce magasin-là qui est tout proche. Alors, c'est le tour d'Eaton qui est bien déjà connu au Québec en raison de son catalogue et qui fait l'acquisition de Goodwin en 1925 et qui va faire reconstruire le magasin jusqu'en 1927 sans jamais cesser ses activités commerciales. Alors, on voit, c'est un méchant chantier. À compter de 1931, ça c'est en pleine crise économique, pendant la dépression, Eaton va inaugurer va ajouter 3 étages au magasin Eaton, dont le 9e pour le fameux restaurant. Alors on voit cette photo du Museum Record des 3 étages supplémentaires qui sont rajoutés au magasin Eaton. Et le magasin, le fameux restaurant, son mythique restaurant du 9e étage, qui peut accueillir 600 personnes dans un décor inspiré de la salle à manger du paquebot Île-de-France. Il s'agit là d'une des premières œuvres art déco à Montréal et au Québec, et probablement peut-être au Canada aussi. Ici, on a l'entrée, le fameux foyer du restaurant, comme tel. Avec la fermeture de Eaton en 1999, le restaurant cesse ses activités et il est classé patrimonial. Alors, au registre du patrimoine culturel du Québec, il est inscrit sous le nom de Restaurant de l'Île-de-France. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui l'a appelé comme ça. Il y a ce nom-là. C'est le 9e, le restaurant du 9e. Je suis allé dans les dernières années, mais c'était beau, mais il ne fallait pas aller là pour la bouffe. Ça,
Il fallait aller sur place pour admirer le lieu, mais pas nécessairement pour manger des petits pois. La photo qu'on voit ici, c'est une photo qui date de 2016, toujours au 19e siècle, et qui provient justement du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Alors on voit, parce que les photos dans le noir et blanc, on voit vraiment les teintes de ce fameux restaurant-là. Alors on espère qu'un jour, ils vont réussir à faire quelque chose avec. Il y a quand même plusieurs années qui, heureusement, il est protégé. Les grands magasins aussi sont des lieux culturels. Alors, dans les années 1920-1930, les grands magasins vont jouer un rôle très important dans la vie culturelle montréalaise, avec des salons, des expositions d'art. Morgan a sa galerie d'art, alors comme on le voit ici, qui date du début du siècle, la Art Gallery de Henry Morgan, et qui présente des expositions artistiques, et même en mai-juin 1935, ils vont présenter une étonnante exposition d'art soviétique, donc, et qui a été préparée par les amis de l'URSS. Donc ça, c'est en 1935. Alors, il ne faut pas oublier que tout près du magasin Henry Morgan, de biais pratiquement, se trouve depuis 1879 l'Art Association of Montreal. C'est l'ancêtre du Musée des Beaux-Arts, donc qui va déménager de Sherbrooke seulement en 1912. Donc il y a vraiment des liens de proximité pour l'art. Il y a une Art Association et maintenant Morgan a sa propre galerie d'art et il fait des expositions tout le long des années 20 et des années 30. Outre sa galerie d'art, Morgan va recevoir des grands événements comme le Salon de l'Auto 1925, au 5e, 6e et 7e étage de l'immeuble qui donnait sur la rue Union. Je vous ai montré l'immeuble de 8 étages. Là. Donc, dans cet immeuble-là, sur 3 étages, on va avoir le Salon de l'Auto de Montréal qui va s'installer. Le Salon de l'Auto est date depuis très longtemps, parce que je pense qu'au début du siècle, il y a même un Salon de l'Auto, dès les débuts de l'automobile à Montréal. Et il y a un spécial de la presse, quand même de un grand nombre de pages. Alors, on dit dans le spécial de la presse que ce sont des centaines de voitures pour voyageurs et des voitures de livraison, camions et tracteurs qui sont exposées. Alors, on compte pas moins de 45 marques différentes, dont certaines sont totalement oubliées. Si vous me dites que vous connaissez ça, là, levez la main. La Marmont, 1902-1933. La Moon, 1905-1930. La Hopmobile, 1909-1940. Et la Landry Snow Traction de Montjoly, qui convertissait des voitures et camions pour l'hiver entre 1922 et 1948. Donc, Landry a fait des véhicules d'hiver l'année avant Bombardier. Mais comment ils faisaient pour monter les autos? Là, il devait y avoir des monts de charge. Oui, puis les voitures n'étaient pas aussi grosses qu'elles étaient aujourd'hui. Il ne faut pas oublier ça. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais ici, dans le musée, on a rentré la voiture de John Lennon de la Rolls-Royce. Probablement qu'ils avaient des monts de charge pour monter toute la marchandise aussi, ils devaient avoir ça. Puis dans cet immeuble-là, il devait être prévu. Il ne devait pas avoir, le magasin n'était pas là encore pour pouvoir mettre peut-être les questions pour peut-être à la fin, parce que je vais manquer de temps, moi, là, à un moment donné. Je vais juste ajouter qu'il y a un mot de charge pour les autos. Oui. Parce que je sais, j'ai travaillé Sur la ville? Oui. Excellent. Dans l'édifice sur la Réunion? Oui. Bon, on voit. Il y a un mot de charge pour auto. Ça veut dire que, ben oui. Ça part là. Bon, ben excellent. Belle information. Donc, vous voyez, exposition d'art, salon d'auto, il n'y a rien à l'épreuve des grands magasins à cette époque-là. Revenons à l'art. Il y a la doctorante de l'UQAM, Marie-Maxime Léandrat, qui a complété à l'Université Carleton un mémoire de maîtrise sur les expositions artistiques dans les grands magasins entre 1900 et 1945. Auparavant, elle avait produit une affiche scientifique que l'on voit ici en partie, qui est disponible sur le web, tout comme son mémoire, qui est en anglais, l'Université de Carleton, dans le cadre du Forum d'histoire et de patrimoine de Montréal, un événement qui avait été organisé en 2017 par le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal de l'UQAM. Bon, présentement, ça je pense que c'est intéressant de souligner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille sur les grands magasins. Dans le cadre de son doctorat en histoire de l'art, elle s'intéresse plus particulièrement à Eaton et tout son univers visuel des années 20 et dans les années 30. En 27, donc au moment où Eaton est fini de reconstruire,
Eaton va présenter une exposition de peintres anglais des 17e et 18e siècles. Donc, c'est quand même. C'est comme une galerie, hein, c'est-à-dire que ces peintures-là pouvaient être achetées aussi par la clientèle. Donc, c'était pas vraiment comme un musée, mais plus vraiment comme une vraie galerie d'art où on peut acheter des œuvres d'art. La même année, en octobre, Eaton finit de construire son magasin en 1927 et met le paquet en mettant un grand nombre d'expositions importantes. La même année, en octobre, on va présenter des œuvres d'artistes québécois qui attirent 1000 personnes par jour. Alors, vous pouvez vous imaginer 1000 personnes par jour. Si vous mettez 20 jours ouvrables à peu près, ça fait quand même 20 000 personnes pour une exposition. C'est quand même assez respectable. Surtout qu'on pense que c'est vraiment juste les gens aisés qui ont pu aller voir ces expositions-là. Donc, c'est quand même très appréciable. Et on trouve des artistes comme Adrien Hébert, Alfred Liberté, Marc-Aurèle Fortin, Edwin Oldgate, Sarah Robertson, Rita Mante ou Berthe Desclés. Si vous regardez, Adrien Hébert a fait 2 peintures que vous pouvez trouver. Une qui appartient à la compagnie David Dusson. C'est une peinture justement de Noël, de la clientèle qui passe devant le commerce. Et il y en a fait une aussi pour Eaton aussi, qui se passe l'hiver aussi. Donc 2 belles œuvres d'un grand peintre qui est Adrien Hébert, un peintre de Montréal, qui est Adrien Hébert. Et en 1933, Eaton va consacrer une exposition entièrement dédiée aux femmes peintres du Québec et du Canada. Ogilvy aussi va présenter aussi des expositions artistiques, dont une exposition de photos sur l'urbanisme et l'architecture dans les grandes villes du monde en 1930. De son côté, chez Dupuis, on présente plutôt des expositions à caractère populaire. Dupuis, c'est le grand magasin du peuple, le grand magasin des Canadiens français, en lien avec le patriotisme et la charité chrétienne et l'artisanat, comme celle que vous voyez à gauche de l'expo du Consulat de France en 1915 pour les familles des soldats français et ou des expositions d'artisanat comme celle des sacs d'infirmières à l'automne 1925. Avant la Première Guerre mondiale, il y avait un grand nombre de Français qui sont venus s'installer à partir de la fin du 19e siècle à Montréal, et il y en a beaucoup qui sont retournés justement se combattre pour la Première Guerre mondiale. Donc, voilà de là l'importance de l'apport d'une exposition militaire française au bénéfice des œuvres qui sera dans les grands magasins. Pour le 300e anniversaire de Montréal en 1942, Dupuis va consacrer une vitrine à cet événement que l'on voit ici. Donc, il y a vraiment l'importance de mettre en valeur les vitrines des magasins, les vitrines extérieures des magasins, avec différents objets. Parfois c'est de la mode, mais parfois c'est des présentations, des petites. Comme la vitrine à Pointe-à-Calière, dans le fond, qu'on voit ici en bas, les expo kits qu'on trouve, c'est un peu le même principe, mais dans un magasin à l'extérieur. Alors, il ne faut pas oublier que les grands magasins aussi présentent de nombreux défilés de mode et autres activités. Alors, et aussi, il faut parler de musique avec la salle de concert de Tudor Hall, la salle Tudor de chez Ogilvy. Elle est construite en 1928 au 5e étage du magasin. Elle dispose de 300 places et d'un orgue monumental. Alors, selon l'Encyclopédie canadienne, et je vais citer, la salle fut largement utilisée par les stations radiophoniques CFCF et CKC pour leurs émissions musicales. Alors, elle cesse d'être utilisée en 1957, mais elle a repris ses activités de 1986 jusqu'au milieu de la décennie 2010. J'ai vu une prestation de l'Ensemble Arion en 2014. C'est à l'époque où ils ont vraiment commencé à reconstruire le magasin. Avec la récente rénovation, la salle Tudor, que l'on voit ici telle qu'elle est de nos jours, est utilisée pour des événements spécialisés ou des boutiques éphémères, parce que Ogilvy est un magasin, maintenant c'est Ogilvy Open Tour. Donc, c'est un magasin de luxe, de haut luxe. Donc, évidemment, on fait des boutiques éphémères dans la salle Tudor. Malheureusement, il n'y a pas de musique, mais présentement, semble-t-il qu'il y aurait un spectacle son, lumière et projection sous le thème de la magie des fêtes. Si vous allez sur le site, moi j'ai vu ça sur le site de Ogilvy Open. Maintenant, avant de vous parler des catalogues, je vais me prendre une petite gorgée d'eau, parce qu'on va parler des fameux catalogues de vente par correspondance. Alors, on doit le premier catalogue à Eaton en 1884, même si j'ai lu en quelque part qu'il semblerait que le magasin Carsley en aurait produit un 2 années auparavant. Et probablement que sur une suite, c'est vraiment Eaton qui, de façon continue, parce que des fois, il y en a des grands magasins qui vont avoir des catalogues, des années, ils vont en avoir. Ça va être un peu hésitant, mais chez Eaton, c'est des catalogues continus.
Alors, c'est à la fois pourquoi on a des premiers catalogues, c'est le développement du réseau postal et du chemin de fer qui permet à Eaton de créer ce nouveau produit-là en vue d'étendre son offre. Puis, il ne faut pas oublier que ces catalogues-là prennent une grande importance en dehors des grandes villes, surtout en milieu rural. C'est le seul moyen d'acheter des produits des grands magasins, alors que les produits qu'on trouve dans les magasins généraux sont bien limités comme tels. Alors, le catalogue Eaton est présent dans la région montréalaise depuis le 19e siècle, donc bien avant qu'un magasin s'installe. Alors, le catalogue est en anglais, mais on voit qu'Eaton a certainement une clientèle francophone parce qu'à partir de 1901, une mention en français est inscrite à l'intérieur. Alors, vous oubliez les fautes, là. Mais vous voyez la page, c'est la page complète, et vous voyez la place à nos clients français. Donc, to our French clients. Donc, si je me permets, ça c'est dans celui de 1907. Donc, nous préférons que vous nous écriviez en anglais, mais si vous ne pouvez pas, alors veuillez écrire en français. Nous avons ici des traducteurs pour vous lire et vous répondre. Voici 5 points que vous devriez toujours remarquer en écrivant vos ordres. Évidemment, order, commande, vos ordres. 1. Signez toujours votre nom et adresse. 2. Incluez ensuite avec votre commande le montant nécessaire, soit mandat poste ou en argent. Dans ce dernier cas, il faudra faire sans enregistrer votre lettre. J'ai souvent entendu des personnes dire on va enregistrer. Ces personnes autrefois. 3. En envoyant vos ordres, mentionnez toujours le numéro de l'article, la couleur et grandeur désirée. 4. Lorsque vous donnez des commandes par la malle, évidemment, on ne disait pas la poste, dans ce temps-là, on disait la malle. N'oubliez pas d'inclure, même en français, n'oubliez pas d'inclure un montant suffisant pour couvrir les frais de poste et soyez bien sûr que le total de votre ordre est correct. Donc, c'est la première fois en 1901 que Eaton met une indication en français pour ses abonnés du Canada français. En 1927, 2 ans après son installation à Montréal, Dupuis va publier son premier catalogue en français, soit 6 ans après le premier catalogue de Dupuis Frères, qui lui date de 1921. Alors, le catalogue d'Eaton, lui, va cesser d'être produit en 1976. 2 achats étonnants que l'on pouvait faire dans les catalogues au début du 20e siècle. Dans son catalogue de 1907, Morgan vend des voitures, dont une voiture britannique, la Argyle, et même une voiture française, la Decauville, qui a été produite entre 1898 et 1911, donc on est pratiquement à la fin de la période, qui est construite en banlieue de Paris. Donc on fait venir des véhicules d'Angleterre, on ne sait pas des véhicules américains là, qui sont vendus par chez c'est Eaton, ça? C'est Morgan, ça. Donc, c'est des véhicules britanniques et français seulement. Donc, l'on voit, je ne sais pas si vous voyez les prix, mais il faut toujours faire attention aux prix, parce qu'avec l'inflation, tout ça, un prix de cette époque-là, à l'époque où les gens gagnaient entre 25 cents et 1 pièce par jour, ça fait des prix quand même assez importants que l'on voit. Et aussi, dans le catalogue de 1912, Eaton avait 19 plans de maison qui expédiait même le matériel de construction à l'acheteur. C'est surtout dans l'Ouest canadien que ça a été utilisé parce que j'ai vu d'autres catalogues qui étaient destinés à l'Ouest canadien à l'époque, qui étaient en plein développement. Là. On est quand même en 1912, donc c'est les débuts de l'Ouest canadien, donc on fait construire des maisons. Et j'ai vu dans un catalogue de Dupuis hier soir, en regardant d'autres catalogues, je me suis dit, parce que c'est fascinant de regarder des catalogues quand on les voit, là, puis il y en a plein sur Internet partout. Alors, Dupuis vendait même des motocyclettes par catalogue. J'ai vu une belle motocyclette, je n'ai pas eu le temps d'intégrer mon PowerPoint, mais j'ai vu une belle motocyclette vendue par chez Dupuis. Donc, c'est quand même des choses qu'on ne s'attendrait pas aujourd'hui à voir dans un catalogue, si le catalogue existait pour nous. Comme je l'ai dit, déjà mentionné, le premier catalogue de Dupuis date de 1921. En voici 2, un de l'automne-hiver 1925-1926, dont on a vu l'extrait au début de ma section sur les catalogues, et le second qui date du printemps-été 1926, ce sont des catalogues qui sont ici au musée Pointe-à-Gabriel. Et moi, ce que j'aime, c'est les dessins. J'adore les dessins des années 20, vraiment, il y a vraiment une certaine élégance, une beauté dans ces dessins-là qui sont quand même magnifiques. Alors, Dupuis étant le grand magasin des Canadiens français,
à une époque où la religion catholique et le sentiment national sont indissociables. Alors, on voit à notre gauche vraiment les couleurs des Canadiens français avant le drapeau du Québec en 1948, c'était le bleu, blanc, rouge. C'était vraiment les couleurs qui étaient utilisées pour les Canadiens français. C'est pas pour rien que le Canadien de Montréal a aussi les couleurs bleu, blanc, rouge. C'est vraiment les couleurs nationales du Canada français. Donc, on voit ici un catalogue général 1931-1932, entièrement en français, publié par une maison possédée et administrée par des Canadiens français. Donc, Canadiens, confiez aux vôtres toutes vos commandes. Aidons-nous les uns les autres, gardons nos forces chez nous. Vraiment l'achat chez nous. Et évidemment, en plein milieu, c'est le monument à Dollard des Ormeaux, qui était le grand héros de cette époque-là, magnifié par Lionel Groulx, et dont le monument avait été installé il n'y a pas longtemps au Parc La Fontaine. De l'autre côté, évidemment, il est donc naturel que c'est le magasin du clergé. Donc, il est donc naturel que le clergé catholique s'approvisionne chez Dupuis. Et Dupuis va même créer, pas juste un catalogue, un service spécifique pour le clergé. Et ce service-là, il y a des employés qui sont dédiés au clergé, alors qui accompagnent les prêtres dans le magasin pour tous leurs achats, qui les suivent en faisant tous leurs achats. Il y a même une salle à manger pour le clergé, comme on voit ici. C'est une salle à manger spécifique pour le clergé. Et puis Dupuis a un représentant qu'on appelle le propagandiste qui parcourt le Québec au service des prêtres et des évêques. Et le 8 décembre, qui est chaque année la fête de l'Immaculée Conception, si vous avez un bel âge comme moi, vous vous souvenez peut-être que pendant l'Immaculée Conception, on allait à la messe, on quittait l'école pour aller à la messe. Alors Dupuis était fermé le 8 décembre. C'est le seul grand magasin qui était fermé pour l'Immaculée Conception. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que, et j'écoutais ça sur Internet, vous pouvez trouver plein de choses, entre autres de M. Frédéric Cloutier, qui était je pense que c'est lui qui a donné les catalogues au Musée Pointe-à-Calière, donc qui est un grand collectionneur de Dupuis Frères. Et aussi, il y a une émission qui a paru à l'Historien qui est disponible sur Internet, et on disait là-dedans, pour le service au clergé, que quand un prêtre devenait évêque, c'était tout un événement, parce que là, il fallait qu'il vienne s'habiller chez Dupuis. Là, c'était vraiment, c'était pratiquement, c'était la robe de mariée de l'époque. On avait un évêque. Donc là, c'était quelque chose, il y avait un trousseau, il y avait toutes sortes de choses. Donc, c'était très, très, très important que le clergé soit bien servi. Parce qu'évidemment, c'était quand même une clientèle importante, parce que le clergé, ce n'est pas juste les prêtres, c'est aussi toutes les communautés religieuses. À l'époque, dans les années 20 jusqu'aux années 60, c'est quand même assez impressionnant au Québec là, comme communauté religieuse. Évidemment, tout peut avoir une fin. Parce qu'au début des années 60, vers la fin de l'âge d'or, des grands magasins du centre-ville, on voit apparaître des galeries de boutiques intégrées dans les immeubles de bureaux comme Place Ville-Marie, début des années 60, ou Place Bonaventure. Au même moment, des changements de propriétaires vont avoir lieu dans les grands magasins. La famille Dupuis va céder le contrôle de son magasin. Morgan va être vendu à la compagnie David Dusson début des années 60. Dans les années 1970-1980, on construit Place Dupuis, qu'on voit là, en 72, les terrasses en 76, le complexe des jardins en 76, Place Montréal-Trace en 1988, et Promenade de la Cathédrale aussi en 88, et Centre Eaton en 1990. Alors, ces centres commerciaux-là du centre-ville sont construits pour contrer le déclin des grands magasins face à la concurrence aussi, oui, des boutiques, et des centres d'achat de banlieue. Alors, en effet, avec l'étalement urbain et l'accroissement du parc automobile, c'est surtout l'arrivée des grands centres commerciaux qui va changer la donne dans les années 1960, entraînant en partie la clientèle des grands magasins du centre-ville. Donc, il faut aussi dire que les grands magasins ont réagi aussi, parce que en ouvrant des succursales dans ces grands centres commerciaux, par exemple, pensons à Eaton et à Simpson, qui vont ouvrir des magasins dans ce qu'on appelle les deux grands centres d'achat régionaux de l'île, le centre Fairview Pointe-Claire à l'ouest et les Galeries d'Anjou à l'est. C'est les deux gros centres qui ont été construits dans les années 60, ou par exemple à l'est, avec leur stationnement immense, ou même la baie, à Place Versailles, autour de 1974. Alors les années 70 jusqu'au milieu des années 90 vont être très, très, très difficiles pour la rue Sainte-Catherine et ses commerces, et pour Montréal aussi. Comme Paul-André Linteau l'écrit sur son livre sur la rue Sainte-Catherine, la rue Sainte-Catherine a l'allure d'une zone sinistrée. Moi, je suis arrivé à l'Hôtel de Ville de Montréal en 1990,
Et je peux vous dire qu'à partir de ce point-ci, à l'époque où Pointe-Carrière se construit, jusqu'à McGill, c'est assez à l'abandon, merci. Donc, c'est vraiment à partir du 350e, le Vieux-Port, Pointe-à-Carrière, que là, l'ouest du Vieux-Montréal se développe tel qu'il est aujourd'hui qu'à la rue McGill. La rue McGill, je peux vous dire, au début des années 90, c'était pas très, très beau à voir. Donc, à l'époque, on est vraiment à l'époque du Vieux-Montréal, de Sainte-Catherine, à l'époque du déclin de Montréal. Parce qu'en raison de la désindustrialisation, on se va retrouver dans beaucoup de villes d'Amérique du Nord et d'Europe. L'hécatombe va être importante pour les grands magasins. Sur les 5 grands du début des années 60, 3 vont fermer leurs portes. Un par décennie. Dupuis, en 1978, Simpson, en 1989, alors qu'il était devenu propriété de la baie, et Eaton, en 1999. Au début des années 2000, il ne reste plus que la baie et Ogilvy parmi les anciens. Pour Ogilvy, des réaménagements ont été faits au milieu des années 80 pour éviter la fermeture. Lui aussi, Ogilvy a passé proche de fermer dans les années 80. En 1999, un nouveau grand magasin va ouvrir ses portes dans une partie de l'ancien Simpson. C'est Simons, qui est originaire de Québec. C'est le second magasin à venir de cette ville après Old Renfrew en 1937, mais qui lui est installé, on n'en parle pas parce qu'il est installé sur la rue Chapelle. Ogilvy est devenu Old Renfrew Ogilvy, et le grand magasin de la rue Sainte-Catherine a été entièrement rénové et complètement réouvert en juin 2020. Alors, le Old Renfrew de la rue Sherbrooke est devenu un immeuble de bureaux et de commerce. De son côté, la baie veut démolir son annexe de 1964 à l'arrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, l'arrière, c'est un édifice, on parle d'architecture brutaliste. Hein? C'est vraiment l'opposé de la façade. Ici, c'est à l'autre bout en arrière. Et on veut démolir cette annexe-là, faire construire une tour à bureau et faire restaurer la façade de son bâtiment de 1891. Le magasin continuerait ses opérations, mais évidemment avec une réduction de la surface. Donc, il serait moins grand qu'il est actuellement. Le projet a été accueilli favorablement, mais la tour à bureau sera au moins haute de prévu. On parle, je pense, d'une vingtaine de mètres. Et ça, c'est tiré justement, c'est le rapport de l'Office de consultation de Montréal. Et ça a fait l'objet d'une consultation publique. Et dans ce rapport, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce montage du développement du site depuis 1891. Alors, on voit vraiment comment le site s'est développé à partir de 1891 avec le premier bâtiment. En 1904, la première annexe. La fameuse annexe de 1922-1923, on pourrait appeler l'annexe du Salon d'auto 1925, donc ce qui a permis justement le Salon d'auto 1925. Celle de 1964, et on voit ici en 68, c'est un quai de chargement. Si vous passez devant, c'est Hertz qui occupe ce bâtiment-là, puis on voit encore, il y a des garages qu'on voit, donc c'est un petit bâtiment plat, pas très très haut, juste un étage, et c'est Hertz qu'on voit inscrit tout le tour de ce bâtiment. Maintenant, le temps des fêtes. Les grands magasins sont intrinsèquement liés à Noël et au temps des fêtes. Car comme je l'ai dit bien, l'historienne Michel Comeau, qui était vraiment la première à travailler sur les grands magasins, et ça avait donné lieu à une exposition, je ne me trompe pas, sur les grands magasins il y a fort longtemps. Le temps des fêtes est bien aussi une invention des grands magasins. C'est vraiment une invention. Les baby boomers sont nostalgiques des catalogues de Noël et des activités qu'il y avait dans les grands magasins lorsqu'ils étaient enfants et qui ont fait d'eux de futures consommatrices et futurs consommateurs. D'abord, le catalogue de Noël. Ces catalogues spécifiques remontent loin dans le temps. Le musée de Pointe-à-Carrière conserve 2 catalogues de cette période, Morgan, de 1909 à 1910, sur sa collection qui a plus d'une centaine de catalogues, majoritairement de Dupuis qui viennent de M. On voit ces 2 catalogues 1909 et 1910, catalogue de Noël. Dans celui de 1909, on remarque à droite une page dédiée aux Indian Slippers, donc des pantoufles mocassins en peau de daim, d'orignal ou de fond. Évidemment, quand on voit ça, on voit des autochtones comme ça. Effectivement, au centre, on voit, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une tête de raton laveur. Donc, c'est un sac à tête de raton laveur. Tous ont été fabriqués par des communautés autochtones. Alors, j'ai traduit librement le texte. Vous voyez, il y avait un petit texte en haut, puis je l'ai coupé, puis je l'ai mis en bas. Et je vais faire une traduction libre de ce texte-là.
Ces pièces ont été rassemblées dans plusieurs réserves et vous trouverez parmi elles des souvenirs vraiment historiques. Rien de mieux que l'un de ces objets pour offrir en cadeau de Noël. Dans le catalogue de Morgan de 1910, on va retrouver aussi plusieurs types de paniers tressés par des Autochtones dans ces communautés autochtones. Donc, on voit l'importance, c'est quand même, c'est important. Dans les années, ceux qui se souviennent des catalogues des années 60, des années 70, il n'y avait pas d'objets créés par des communautés autochtones que l'on trouvait dans les catalogues de cette époque. Pour les enfants, feuilleter le catalogue de Noël, c'est avant tout regarder les jouets. Et peut-être en avoir un comme ce camion ancien datant de 1940. Et ça, je l'ai mis ce matin. C'est vraiment dans un catalogue de Dupuis de 1946-47. Et on le voit ici, c'est exactement le même camion. Les bouteilles de coke sont été remis probablement par le musée après. Ça se trouve aussi dans l'exposition. Mais si on regarde, c'est marqué camion en acier solide, carrosserie rouge, roue et bascule verte. Donc, on a évidemment, le musée a exactement ce petit camion qui était disponible dans le catalogue de Dupuis de 1946-1947. Dans les catalogues de Noël, si on va prendre le temps de les regarder un peu, on voit bien celui de 1958, mon année de naissance, et 1950. On voit bien la place qu'occupe le hockey et surtout des jeunes au Canadien de Montréal. Et ce que je me souviens, c'est que le logo n'était jamais pareil comme on voyait sur le logo n'était pas beau. Hein, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. C'est commandité, merchandisé, etc. Donc le logo n'était pas. Puis le chandail n'était pas tout à fait pareil. On voit le chandail blanc là, à gauche, là, et on voit les gants, on voit les jambières aussi. Et puis on voit aussi poupée, patin. Et 59, ben, on est. Elvis est peut-être dans l'armée, mais il sort encore des disques, mais on voit une petite reproduction de petites guitares électriques. Ah, ça c'est intéressant. On est en pleine époque du rock and roll. Donc, Buddy Holly et Elvis qui est là. Et évidemment des brouettes comme on voit souvent. Donc, c'est vraiment. Et la parade des jouets. Donc, c'est vraiment le catalogue de jouets. C'était pas un catalogue, il ne semble pas que ce soit un catalogue, je n'ai pas vu en personne, là, mais à voir le pli qu'on a là, on voit que ce n'est pas un catalogue rigide comme les gros catalogues. Ça doit être plutôt un catalogue glacé, mais plutôt souple, et donc qui peut se plier en deux. Même si Dupuis abandonne son catalogue automne-hiver, printemps-été, en 1962, on va continuer à imprimer des spéciaux pour Noël, comme celui de 1963, j'aime beaucoup. Avec la boîte, ça c'était la nouvelle administration du Dupuis, donc on voit changement de logo, donc c'est toute la nouvelle administration, puis 68, où c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir vu ce catalogue-là, c'est comme un catalogue qu'on voyait à la fin des années 60, avec les enfants, le cheminée, etc. Et comme Dupuis est encore le magasin du clergé catholique québécois et des communautés religieuses, il se doit de produire un catalogue de Noël spécifique pour eux, donc qui leur est dédié, comme celui de 1942, qui est l'année du tricentenaire de Montréal, ou l'autre catalogue qu'on voit, où on met en évidence, évidemment, des statues et des figurines de la crèche qui sont à l'honneur. Alors, quand vous êtes enfant, après avoir dévoré le catalogue de Noël, il faut se rendre au défilé du Père Noël, de chez Eaton, ou s'asseoir devant notre télé en noir et blanc pour le suivre à la télévision. Parce qu'en 1965, il n'y avait pas beaucoup de télé en couleur. J'ai connaissance des. En 66, il a commencé à en avoir en 66 à peu près, des télévisions couleur. Donc, si vous le regardiez à la télé, je pense que c'était probablement au Canal 10, si je ne me trompe pas. Et on regardait le défilé. Et là, si vous êtes en personne, ben là, vous voyez le gros bonhomme en couleur. Donc, en 65, on a l'arrivée du Père Noël devant le magasin et que j'ai accompagné d'un catalogue de 53-54 de Noël en français, un catalogue de Noël de chez Eaton. Alors, la première parade de Noël d'Eaton a lieu dès l'année de son installation. Donc, Eaton, quand il s'installe en 1925, met le paquet. Dès la première année, en 25, on fait une parade de Noël, un défilé de Noël. C'est un peu ce que je disais parade, mais c'est le défilé de Noël. Et vous voyez, déjà en 27, des expositions. Donc vraiment, Eaton, quand il est arrivé à Montréal, il voulait vraiment avoir une clientèle
sa clientèle était connue à cause du catalogue, la clientèle connaissait Eaton à cause du catalogue, mais en arrivant en 1925, 1926, jusqu'aux années 30 avec le 9e, Eaton met le paquet pour attirer la clientèle montréalaise. Mais le dernier défilé va avoir lieu en 69. Alors, en 69, c'est une année particulière, parce que les gens se souviennent peut-être de la crise d'octobre 70, mais 69 est beaucoup plus, je dirais, entre guillemets, rock'n'roll que 70, parce que il y a beaucoup de bombes du FFQ en 69, dont une à la bourse. Il y a beaucoup de bombes à gauche et à droite. Il y a aussi beaucoup de manifestations à cette époque-là. Donc, et c'est à cette époque-là que l'administration Drapeau Saulier va voter son fameux règlement anti-manifestation. Donc, il va y avoir des manifestations pour contrer le règlement anti-manifestation. Mais c'est vraiment une époque, et qu'en plus de ça, en 69, il y a une grève des policiers pendant 24 heures qui a semé le chaos à Montréal. Donc, c'est en octobre, je pense. Donc, puis, Eaton a eu peur, hein, évidemment, grand magasin anglophone, etc. Donc, Hubert a annulé son défilé de Noël de 1969 sans qu'il ne le reprenne jamais. Ça va être repris plusieurs années plus tard, mais par les commerçants du centre. Évidemment, si on était à la parade ou au défilé, il faut entrer dans le magasin pour voir notre bonhomme et lui demander une foule de cadeaux, comme le font Elena et Marcel. Et ce sont leurs vrais noms. C'est inscrit dans la... Et qui sont photographiés par le célèbre photographe Conrad Poirier, dont toutes les archives sont à la Bibliothèque de l'Archive nationale du Québec. Et c'est une collection vraiment extraordinaire que vous pouvez aller voir les photos des années 40, 30, 40. Conrad Poirier a des photos extraordinaires. Chez Dupuis aussi, on décorait pour Noël, comme ici en 1926. Donc, vous voyez, ça c'est le magasin avant qu'il soit refait en 1937. Parce que dans le fond, en 1937, puis on le verra plus tard dans une diapositive, ce qu'on va rajouter sur ces magasins-là, c'est juste une façade. Puis je vous montrerai tantôt dans une des photos, on voit bien que c'est juste une façade. Donc c'est pour avoir une unité, parce qu'on voit bien, c'est un magasin qui manque d'unité, comparé aux magasins de l'Ouest qui ont vraiment une unité. Là, on est en 1926, mais il y a quand même l'importance des décorations de Noël est aussi majeure chez Dupuis que dans les autres grands magasins. On va aussi avoir un défilé du Père Noël, peut-être un peu plus modeste, et qui va s'installer lui aussi, le Père Noël, chez Dupuis, pour recevoir les enfants. Et surtout, chez Dupuis, on a un fameux petit train, l'Aurore boréale, construit dans les années 1930 à Chicago. J'ai mes soeurs ici, moi je ne sais pas, des fois quand on vieillit, on fabule, puis j'ai l'impression d'avoir pris le train chez Dupuis au début des années 60, mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que j'ai rêvé? Il faudrait que je demande à ma mère. Donc, oui? Non? J'ai rêvé? Mais je voulais appeler ma mère pour lui demander, mais je ne sais pas, j'ai la vague impression que je suis entré dans ce train-là. C'est ça? En vieillissant, c'est ça, on s'imagine peut-être, on se crée des nouveaux rêves ou des nouveaux événements. Donc, comme historien, je ne peux pas jurer de ça, donc c'est pas un fait. Et ici, dans cette photo du début des années 70, le petit train accueille une fée des étoiles intergalactique. Alors, on voit que la fée des étoiles, c'est vraiment l'ère spatiale, disons, comme on voit à cette époque-là, ça commence avec Star Trek qui joue à la télé depuis 1969. Il y a vraiment une mode spatiale au début des années 70. Et à gauche, vous voyez la comédienne Gisèle Morisset. Alors, pour ceux qui connaissent les belles histoires des pays d'en haut, c'était Rosa Rose. Et elle faisait Naphtaline aussi dans Marie-Catherine. Et Délicat, dans Bugeaud et Délicat. C'était l'épouse de Jacques Fauché aussi qui était avec Lisbeth. Donc, à la fermeture de Dupuis en 1978, le train va être acheté par la ville. C'est peut-être chez la ville que j'ai vu le train finalement. Donc, dans les années 80, il va appartenir à un particulier. Et il va être acheté et restauré en 2012-2013, le petit train de chez Dupuis. Puis on l'a vu réapparaître en 2014 dans la région de Québec. Et au Musée de la culture populaire, il y a eu une exposition sur le temps des fêtes en 2016. Et ils avaient sorti le petit train de chez Dupuis. Là, depuis 2016, je n'ai plus entendu parler. Est-ce qu'il circule en quelque part? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il appartient à une personne qui l'a. Évidemment, dans le temps de Noël, il n'y a pas que Dupuis ou Eaton. Morgan aussi a continué ses catalogues de Noël. Et on voit des beaux catalogues de Noël. Le 64-65, c'est vraiment avec la belle dinde de Noël qui est là, l'arbre dans le décor.
Et aussi, il ne faut pas oublier non plus, dans le temps des fêtes, la célèbre vitrine d'animaux mécaniques de chez Ogilvy, et qui est maintenant au Musée McCord. Là, maintenant, est installée sur la rue Victoria, et sur le côté, là, il l'installe dans le temps des fêtes, il l'installe là, et là, maintenant, elle est disponible au Musée McCord. Quand on marche sur la rue Victoria, sur le côté du musée, on voit la fameuse vitrine d'animaux mécaniques qui a enchanté un grand nombre d'enfants pendant, je suis allé longtemps voir, au moins une fois par année, j'y allais voir, même en tant qu'adulte, juste à la voir. C'est toujours la même, mais on va la voir quand même. Alors, les grands magasins sont nés des magasins de nouveautés, des dry goods stores à la fin du 19e siècle. Je vous parlais justement de la façade de Sheeton, on la voit chez Dupuis. On voit très bien, vous voyez que c'est juste une façade. Alors, quand il y a des photos, on pense que c'est le magasin complet, mais on voit qu'il y a plusieurs bâtiments qu'on voit en arrière. Donc, c'est vraiment une façade qui a été plaquée sur les trois parties qui ont été qu'on voyait dans la photo de 1926. Donc, les grands magasins sont nés des magasins de nouveautés, dry goods store, à la fin du 19e siècle. Au début du siècle suivant, ils viennent s'installer sur la rue Sainte-Catherine, où ils vont vivre un âge d'or jusqu'en 1960. Et depuis, Dupuis Frères va suivre le même processus, mais dans l'est de Montréal. Et à l'origine, il va installer son magasin de nouveautés directement sur la rue Sainte-Catherine. Les centres commerciaux de banlieue, avec leur grand stationnement, vont ébranler les temples du centre-ville, tout comme les chaînes de boutiques spécialisées. Toutefois, ces grands magasins suivent le mouvement vers les centres commerciaux comme Eaton, Simpson, à Fairview, Pointe-Claire et au Galerie Landreau, ou la baie à Place Versailles. Sur les 5 grands magasins, 3 vont fermer leurs portes, Dupuis en 78, Simpson en 89 et Eaton en 99, la même année qu'un nouveau venu arrive, Simons. Aujourd'hui, Ogilvy et Old Renfrew ne font qu'un, et la baie réduira sa surface commerciale dans les prochaines années. Les grands magasins existent toujours, mais quand sera-t-il pour l'avenir? Ben ça, on le verra dans le temps comme dans le temps. Alors, merci. Avant complètement de terminer, je vais juste vous montrer quelques trucs disponibles et facilement accessibles sur les grands magasins. Cet ouvrage-là, qui est une co-publication du musée, d'ailleurs c'était pratiquement le catalogue de l'exposition sur la rue Sainte-Catherine, c'est un ouvrage magnifique. C'est l'incontournable, c'est de mon ami l'historien, le grand historien de Montréal. Il y a un grand historien de Montréal, c'est pas dans le monde. Et j'ai la chance de l'avoir comme ami. Et ce livre-là, très illustré, il y a un chapitre consacré au magasinage, évidemment, beaucoup d'informations pour un livre. C'est un livre magnifique à avoir et auquel on peut se référer facilement. Et il y a aussi d'autres références importantes, comme d'Alan Seward. Il y a eu une exposition sur les catalogues, avant le cybercommerce, une histoire du catalogue de vente en correspondance au Canada, en ligne. C'est sur le site du Musée d'Histoire. Faites grand magasin, catalogue, puis vous allez tomber dessus. Il y a l'ouvrage de Michel Comeau, le texte de Michel Comeau, qui est le texte d'histoire matérielle, les grands magasins de la rue Sainte-Catherine, des lieux d'homogénéisation. C'est le premier texte qui a été écrit sur l'histoire des grands magasins, c'est Michel qui l'a écrit. Et il y a un numéro de Cap Mondiana dédié l'hiver 95. Lui aussi, vous allez sur la plateforme Érudit. Tous les textes sont disponibles. L'ouvrage au complet, vous pouvez télécharger, vous pouvez les imprimer si vous voulez. Donc, ça, c'est l'ouvrage. Puis, il y a aussi, je vous mentionnais la fiche de Marie-Maxime Desandral et son mémoire de maîtrise. Donc, on a vraiment, avec ces éléments-là, vous avez vraiment tout pour faire une conférence sur les grands magasins. Donc, je vous remercie infiniment. Et voici la plaque d'identification murale de chez Dupuis et Frères en métal bronze qui est ici maintenant au musée Pointe-à-Cavière et qui se trouve dans l'exposition, n'est-ce pas, Brigitte? Alors, merci. Et je pense que vous avez des questions. Hein? Je pense que ça va période des questions. Oui? Oui. Vous n'avez pas fait référence à l'Expo 67. Et pourtant, vous avez dit qu'à cette période-là, il y avait un déclin sur la rue Sainte-Catherine. Le déclin est surtout à partir des années 70. L'Expo 67, les Jeux olympiques, c'est comme... Paul-André Linteau dit que c'est comme un feu d'artifice, c'est-à-dire que Expo 67 est un grand événement que je connais beaucoup. Là. Mais, je veux dire, c'est la fin de Montréal, tout de suite après Expo 67, au niveau économique. Parce que c'est la désindustrialisation qui commence dans les années 70. La crise en 73, je veux dire, 67, c'est un bel événement, tout le monde s'en souvient très bien,
Mais je veux dire, ça n'a pas rien apporté à l'économie de Montréal. Ça nous a apporté, nous, pour nous, ça nous a ouvert au monde, ça nous a ouvert au des restaurants. Mais l'industrie montréalaise, elle périclitait. Puis déjà, à partir des années 60, même au début des années 60, puis même avant les années 40-50, on voyait la montée de Toronto. Puis c'était inévitable qu'un jour ou l'autre, c'est en 78-77 que Toronto a dépassé Montréal comme métropole du Canada. Et c'était vraiment la montée de Montréal. Parce que c'était la fin, parce que Montréal a toujours été lié à la Grande-Bretagne, puis l'Ontario aux États-Unis. Donc, tu sais, c'est l'industrie automobile qui a aidé beaucoup l'Ontario. Puis nous, il y a eu un déclin tranquillement. L'industrie de la chaussure, les années 70, années 80, c'est le déclin. C'est vraiment Expo 67. Avec les grands magasins, c'est parce qu'il n'y a pas de lien avec les grands magasins nécessairement avec Expo 67. C'est un grand événement, mais ça n'a pas d'impact majeur sur les grands magasins. Ils vont faire de la publicité, oui, ça, mais il ne faut pas oublier le déclin de Montréal. C'est-à-dire, on vit, en 67, on s'en souvient, en 67, on était jeunes, tout était beau, là. Oui, c'est vrai, dans un sens, mais en arrière de ça, il y avait une grande crise qui se préparait pour l'industrie montréalaise, et on l'a vu dans les années 70, le taux de chômage qui était épouvantable. Dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler, le taux de chômage était assez élevé. Et puis, pourquoi? Parce que toutes les industries, vous voyez, toutes les industries ont été. Tout le long du canal de la Chine, c'est des condos aujourd'hui. Mais c'était toutes des industries avant. C'est les débuts de Montréal, début de l'industrialisation de Montréal au milieu du 19e siècle. Et ça a duré 100 ans, cette industrialisation. Et aujourd'hui, heureusement, on a changé dans nos orientations. Oui? Comment le catalogue de Dupuis a permis d'en spécifiquement pour la communauté religieuse? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Mais d'après moi, on doit penser à la fin des années 50, début des années 60. Je pense qu'avec avec la révolution tranquillement, ça perd de son intérêt pour ça. Puis on commence déjà, puis au milieu des années 60, fin des années 60, il commence à y avoir beaucoup de gens qui quittent même la prêtrise, des religieuses qui commencent à quitter à partir de la fin des années 60. Donc, je ne peux pas vous dire, il faudra que je fasse la recherche là-dessus. Mais je dirais que, parce que les catalogues que je vous ai montrés, c'est vraiment les années 40. C'est vraiment dans ces époques. Je ne suis même pas sûr que dans les années 50, il y en a encore. Parce que là, vous avez le type, la personne là, qui se promenait avec les religieux, là, qui suivaient, puis qui probablement traînaient leur paquet, qui suivaient dans le magasin, puis qui les aidaient à faire leur. Vous voyez, c'est quasiment un styliste. Oui. Et lequel des grands magasins s'adressait à une clientèle plus populaire? Ben, c'est Dupuis, la clientèle canadienne-française, puis Eaton aussi. On pense toujours qu'Eaton, c'est bon, on parle toujours c'est toujours le cliché de la vendeuse anglophone. Là. Ben, je ne saurais pas l'expression qui sortait à l'époque, c'est peut-être pas le cas même chez Eaton. La vieille anglaise de chez Eaton, c'est ça qu'on disait. Sauf que Eaton a toujours eu une tradition d'ouverture des francophones avec dès 1901. Son catalogue est en 26, donc ce qu'on oublie. Morgan était dédié. Ogilvy, c'était à part. Ogilvy, c'était vraiment. Puis Morgan aussi, au début, c'était vraiment pour les gens aisés. Quand il s'est installé là, en 1891, c'était pour les gens aisés. Mais Dupuis, c'était vraiment le magasin populaire du Canada français. Ça, c'est clair et net. Puis je dirais en deuxième lieu, Eaton, pour un magasin plus populaire, ça serait Eaton. D'ailleurs, c'est drôle parce que les deux ont leur même. Ont les mêmes rabais, sont au sous-sol. Morgan, c'est au troisième. C'est loin. As-tu toujours été comme ça? Ça a été même au 11e. Au 11e, mais là, c'était différent. Là. La ville de Pierre-Clavé, c'était différent. Mais dans la grande époque de Morgan, dans les années 60, c'était au troisième étage. Tandis que chez Dupuis, c'est le sous-sol. On s'en va au sous-sol. Chez Eaton, bon, les rabais sont là. Oui? Merci pour une excellente présentation. J'étais un peu intrigué par le nom magasin à nouveauté. Est-ce qu'il s'appelait même parce qu'il vendait des produits qui ne se vendaient pas ailleurs? Non, c'est une expression française. Hein? Donc, c'est comme ça que ça s'appelait en France aussi, magasin de nouveautés. C'est vraiment une traduction pour ne pas utiliser le magasin de marchandises sec. Donc, ça fait un petit peu. Donc, c'était un magasin de nouveautés, donc des nouveautés de tissu, des nouveautés de. C'est parce que c'est surtout à l'origine du tissu qui se vendait. Donc, c'était des nouveautés qui arrivaient souvent, qui étaient faites, qui arrivaient d'Europe. Donc, c'est le magasin de nouveautés. Puis en Europe aussi, on parlait de magasin de nouveautés avant que ça devienne le grand magasin. Je pense que c'est au Bon Marché. Le premier grand magasin dans le monde, c'est au Bon Marché à Paris en 1852, je me trompe.
Donc, si je comprends bien, il y avait le magasin général où on trouvait et du tissu et des œufs peut-être. Ben, le magasin, C'est ça qu'on était allé. ouais, ben, le magasin général se trouvait dans des petites communautés, là, dans des villages. Tu sais, je veux dire, à Montréal. Ici, on avait quoi avant les magasins de nouveautés de production? Je pense qu'on avait Avant les grands magasins de nouveautés, ben, il peut y avoir dans les paroisses des magasins généraux. Il y avait des boucheries, il y avait, tu sais, des boucheries, ça. Il y avait une épicerie. Tu sais, une épicerie, mais une épicerie vendait juste des trucs secs. Là, une épicerie d'aujourd'hui vend toutes sortes d'affaires, mais jusqu'à très longtemps, même jusqu'aux années 60, il y avait des épiceries, il y avait des boucheries qui étaient différentes des épiceries. Ils vendaient juste, peut-être vendre. Mon grand-père avait une épicerie, où est-ce que le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, puis ils avaient, dans les années 40, ils avaient un peu de jambon, là, puis du fromage. Mais c'est tout, là. Il n'y avait pas de steak haché, de viande, tout ça. Donc, c'était en général des épiceries, il y avait la boucherie, et puis tu avais des magasins, il n'y en avait vraiment pas, parce que les gens faisaient plus leur propre vêtements souvent. Tu sais, je veux dire, où ils pouvaient. L'importation, il y avait des magasins d'importation aussi qu'il y avait. Mais tranquillement, ben là, on va commencer à produire ici. Donc, puis on va pouvoir acheter, importer, grâce justement à la révolution du transport. C'est la révolution du transport qui va permettre le développement des grands magasins. De toute façon, que ce soit le train, que ce soit le bateau, on part de bateau à voile, puis on tombe à bateau. Bateau à vapeur. Donc là, on raccourcit, donc on peut. Puis on baisse les prix, Ces grands magasins-là pouvaient stocker. C'est ça qui était grand, les magasins, ils pouvaient stocker. Donc, en stockant, tu vends moins cher. Tu peux vendre moins cher, comme peut-être quand tu as l'espace de stockage. Aujourd'hui, l'espace de stockage, au centre-ville, ça coûte assez cher. C'est pour ça que la ville veut rentabiliser ses espaces, diminuer son magasin, puis avoir une tour à bureau, c'est ça qui est payant. Mais je ne suis pas sûr, avec la COVID, de bureaux en location présentement, donc ça a changé un peu la donne. Dans les quartiers, il y avait les 5, 10, 15 aussi. Oui. Mais il y en avait ici aussi, ça, à Sainte-Catherine. Woolworths en était un. Woolworths, c'est une firme américaine qui est venue s'installer au 20e siècle aussi. Woolworths était justement dans l'allée de la rue de McGill College aujourd'hui. Ils ont démoli le Woolworths pour pouvoir faire la voie de gauche de la belle allée qu'on a jusqu'à McGill. Woolworth était justement là. Ça en était un. Justement, un petit magasin de 5, 10, 15. Kresge. Kresge, c'en était un. Woolworth, c'était les plus connus aussi qu'on avait ensemble. Oui? Oui, depuis la famille Dupuis, c'était une famille québécoise. Oui. Oui, Puis c'est Mme Dupuis. J'ai justement, le documentaire que j'ai vu, c'était justement, c'est la mère, je me souviens plus de son prénom, mais c'est la mère avec ses enfants qui a créé le magasin. Puis après ça, c'est son fils Nazaire qui l'a pris, puis après ça, il y a eu des enfants. Et puis, Mme Dupuis-Lemay a écrit une histoire, c'est une descendante de chez Dupuis qui a écrit une histoire, et regardez absolument sur YouTube l'historien sur l'histoire de Dupuis Frères, ça dure 47 minutes, c'est fascinant, c'est vraiment extraordinaire. Puis on voit justement les témoignages, on parle du clergé, puis on parle des témoignages de Mme Dupuis-Lemay, qui parle de sa famille, etc. Donc, il y a vraiment. C'est bien documenté Dupuis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il est catalogue, mais le fonds d'archives est au HEC. Et puis, ils avaient fait une belle exposition virtuelle. Malheureusement, comme beaucoup d'expositions virtuelles qui ont été faites dans les années 2000, ben là, ils ne sont plus là. Malheureusement, ils ne sont plus là. C'est dommage. Tout ce qui reste de l'exposition Dupuis de HEC, c'est un petit clip sur YouTube du professeur, grand spécialiste des grands magasins. Il y a le moustache, Martel. Oui, c'est ça. Nantel, Jacques Nantel. Donc, on voit Jacques Nantel devant des anciens magasins de Dupuis, c'est un monteur. Ça dure à peu près une minute. C'est tout ce qui reste de l'exposition. Sinon, il y a toujours Facebook. Oui, il y a le Facebook sur Dupuis et Frères, le magasin du peuple. D'ailleurs, le bout de catalogue que j'ai mis tantôt, là, du camion, là, ben, ça provient, c'est là que j'ai trouvé hier. Parce que c'est un site Facebook où justement, c'est vraiment, c'est le fun de regarder, il y a des pages de catalogue qu'on trouve là-dedans, c'est qui l'a fait? Frédéric? C'est M. Cloutier, encore. C'est une page Facebook qui est très... C'est moi qui l'aide à numériser parfois ces affaires. Puis lui, c'est un spécialiste de distribution consommateur. Yes! Il y a un site spécifique aussi. Je vais vous remplacer la prochaine fois, je vais faire une exposition sur distribution consommateur. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Brigitte, ça se rapproche de quoi? Ça veut dire que c'est